Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre patience. Au nom de l'Université de Fribourg, je suis ravie de vous accueillir pour cette dernière soirée de l'année au Nouveau Monde. Le destin, ça vous concerne peu ici, mais quand même le destin, l'atmosphère de Noël, l'esprit qui plane au-dessus de nous a décidé que ce café serait en live pur. Nous sommes donc entre nous, pas de spectateurs externes, pas de questions relayées. Oui, on a décidé que le free speech, ça serait en petit comité. Et je suis ravie que vous soyez tous là avec nous ce soir dans cette salle du Nouveau Monde. La plupart d'entre vous, parce que je reconnais pas mal de visages, connaissent les cafés scientifiques. Donc, on n'est pas à une conférence, on n'est pas à une présentation. L'idée, c'est d'avoir une discussion tous ensemble. Cette discussion, elle est menée principalement par vous, le public. J'ai coutume de dire que c'est Patricia ce soir qui sera notre maîtresse de cérémonie. J'ai coutume de dire que je paye mes modératrices à se taire. Donc, mais en fait, c'est votre job, faites la taire. Elle est prête à vous accompagner tout au long de cette soirée, mais c'est vous, c'est vos questions, c'est vos remarques, c'est vos expériences que nous aimerions privilégier, que vous puissiez échanger avec les spécialistes qui sont sur cette scène, et nous aimerions vraiment essayer de nouer un dialogue. Une seule règle, parce que ça marche jamais sans aucune règle, une seule règle, je serai votre bâton de parole, parce qu'il faut que tout le monde vous entende bien sur scène et entre vous. Donc si vous souhaitez prendre la parole, vous me faites un petit signe, je viendrai me placer derrière vous, et au moment voulu, je vous donnerai le micro pour que tout le monde vous entende bien. Et sinon, la parole est à vous. Je me réjouis d'échanger autour de cette soirée. Patricia, à toi la parole. Farida m'a demandé de me taire, mais je pense pour justifier mon salaire, il va falloir que je dise quelques mots en début de café scientifique. Bonsoir, cher public. Je m'appelle donc Patricia Michaud, je suis journaliste. C'est moi qui ai le plaisir ce soir de vous accompagner, donc vous intervenants, vous public, pour ce café scientifique, sur le thème Free Speech, soit chercheur, soit chercheuse, et tais-toi. Les règles, les non-règles, Farida vient de vous les donner. Donc ce café, c'est vraiment le vôtre. Je vous invite à poser des questions, mais aussi à nous faire part d'anecdotes, d'expériences personnelles. L'idée, c'est vraiment un échange nourri entre les uns les autres. Je vous propose tout d'abord de faire un petit retour en arrière. On revient une année en arrière, un petit peu plus d'ailleurs, puisqu'on se trouve en octobre 2022 aux abords de la ville de Berne, sur l'autoroute A6. Peut-être que vous voyez déjà où je veux en venir. La circulation est paralysée. Alors pas de bouchons, pas d'accidents, mais une équipe de militants climatiques qui bloquent complètement le trafic. Certains d'entre eux ont même les mains collées sur la route. Cette affaire a fait couler beaucoup d'encre, a fait beaucoup parler d'elle dans les milieux académiques, aussi hors des milieux académiques, pas pour son envergure, parce qu'il y en avait eu d'autres avant, mais en raison de la participation d'une personne en particulier, Julia Steinberger. Et pourquoi est-ce que sa participation a autant fait jaser? Parce qu'il s'agit d'une professeure de l'Université de Lausanne, spécialisée dans les thématiques climatiques, puisqu'elle est co-auteure d'un rapport du GIEC. Et justement, cet acte de ce qu'on pourrait appeler la désobéissance civile, mais aussi des prises de parole plus ou moins engagées, plus ou moins extrêmes de chercheurs, de chercheuses, de scientifiques, dans le débat public, dans les médias, font de plus en plus débat. Et c'est justement ce dont il est question ce soir. Nous allons explorer la nécessité, mais aussi les limites de cet engagement, alors par des exemples plus ou moins extrêmes. Pour ce faire, nous avons donc le plaisir d'accueillir ce soir Astrid Épinay, vous êtes rectrice de l'Université de Fribourg. Olivier Greff, vous êtes professeur en géographie humaine à l'Université de Fribourg. Et Augustin Franière, vous êtes le directeur adjoint du Centre de compétences sur la durabilité de l'Université de Lausanne. C'est d'ailleurs avec vous que j'aimerais commencer. Je me permets de m'attribuer la première question ce soir. Augustin Franière,
Vous avez piloté un groupe de travail interdisciplinaire sur la question de l'engagement des chercheurs et des chercheuses dans le débat public. Votre groupe de travail a publié un rapport en mai 2022, donc c'était quelques mois avant ce qu'on pourrait appeler l'affaire Steinberger. On peut imaginer, d'autant que cette chercheuse et professeure émanait des rangs de l'Université de Lausanne, que vous vous êtes penché ultérieurement sur la question. Comment est-ce que cette affaire a été traitée ? Comment est-ce que vous réagissez ? Oui, merci pour la question. Alors, je commence peut-être par préciser que ce rapport, qui est issu d'un travail de 2 ans, d'une commission qui s'est réunie à intervalles réguliers, qui a fait une enquête dans la communauté UNIL aussi pour mieux comprendre les pratiques d'engagement de nos chercheuses et de nos chercheurs et aussi leur perception de cette question-là, s'intéressait à l'engagement de manière générale, donc qui est beaucoup plus large que le seul cas de la désobéissance civile que vous mentionnez avec le cas du blocage d'autoroute. Donc l'engagement qui était défini comme toute prise de position publique à caractère normatif, c'est-à-dire à caractère prescriptif, une sorte de prescription sur des questions sociales, politiques, morales, etc. Donc c'est toute prise de parole publique qui va au-delà de la simple transmission de faits scientifiques ou de résultats scientifiques pour prendre position sur une question de société, une question politique. Donc le rapport était dédié à ça. Donc il y a de multiples modalités d'engagement, dont la désobéissance civile n'est de loin pas la plus fréquente. C'est un cas le plus visible, qui fait le plus réagir. Peut-être le plus extrême, j'aime pas trop ce terme-là, mais disons que nous, on s'est intéressé vraiment à toute la palette, de l'interview à la radio, en passant par des prises de position sur les réseaux sociaux, ou des conférences publiques, l'écriture de blogs, et aussi en partie la désobéissance civile. Alors pour répondre à votre question, comment est-ce que ce cas particulier a été traité ? Alors écoutez, en tout cas dans notre rapport, qui est assez favorable de manière générale à l'engagement, pour autant que ça suive un certain nombre de bonnes pratiques, le cas de la désobéissance civile, effectivement, est traité comme un cas particulier, puisque ça implique par définition de commettre une infraction. Donc ce n'est pas comme n'importe quelle prise de parole qui tomberait sous le coup de la liberté d'expression, par exemple. Alors je vais vous décevoir, ce que recommande notre rapport, qui s'adressait avant tout à notre direction, c'est une attitude agnostique, en disant la légitimité ou non de la désobéissance civile est du ressort du système judiciaire. Il y a une jurisprudence qui est en cours de constitution. On a des juristes avec nous qui pourront certainement en parler mieux que moi, mais le concept de désobéissance civile n'existe pas dans le droit suisse. Donc c'est du ressort du système judiciaire, et l'université n'a pas à se substituer au système judiciaire pour juger la légitimité des actions de désobéissance civile, que l'on ne peut juger par ailleurs probablement qu'au cas par cas, parce que ça va dépendre de l'acte qui est commis, de son contexte, des circonstances, de la proportionnalité de l'acte par rapport aux revendications, etc., toute une série de facteurs. Donc l'idée, c'est que l'université n'encourage pas ni n'interdise la désobéissance civile, que c'est du ressort finalement de la liberté de citoyenne de ses employés de décider s'ils veulent suivre cette voie ou non, et de faire face aux conséquences. Je précise toutefois que dans le rapport, nous avons aussi fait une petite revue de la littérature en philosophie politique et en sciences politiques sur la question, et nous mentionnons malgré tout que dans cette littérature, il y a un nombre assez important d'auteurs et d'arguments qui vont dans le sens de considérer la désobéissance civile, à certaines conditions bien précises, comme une forme d'expression démocratique légitime, même dans une démocratie qui fonctionne comme celle de la Suisse. Les conditions sont générales, en général la non-violence, la publicité de l'action, le fait d'accepter la sanction judiciaire qui s'ensuit peut-être pour montrer que ce n'est pas un geste révolutionnaire, c'est une stratégie de lanceur d'alerte, etc., etc. Je ne peux pas vous faire toutes les conditions, ça varie d'un auteur à l'autre, mais il y a parmi les plus grands auteurs de philosophie politique qui ont réfléchi sur la démocratie, c'est John Rawls, Habermas, Hannah Arendt et d'autres encore, qui ont soutenu la désobéissance civile comme moyen d'expression démocratique légitime. Donc ça, c'est dans la théorie politique, et on le rappelle dans le rapport, mais en ce qui concerne l'aspect juridique de la question, eh bien, on renvoie ça au système judiciaire et on recommande
à l'université de rester agnostique en la matière. C'est l'université de Lausanne elle-même, enfin la direction, qui a eu l'idée ou qui a de mettre en place ce groupe de travail. Est-ce qu'à l'université de Fribourg, Astrid Épinay, je me tourne vers vous, des réflexions dans le même sens ont été conduites ou sont envisagées? Donc de façon un petit peu plus formalisée, on va dire. Alors effectivement, on a... Ça fonctionne ? Oui, ça fonctionne ? Oui, parfait. Alors effectivement, on en a discuté à plusieurs reprises au rectorat, mais on a décidé de ne pas mettre en place un tel groupe de travail ou afin de d'édicter, entre guillemets, des directives, des lignes directrices ou peu importe comment on les appelle. Tout simplement parce qu'il nous semble l'université est l'endroit par excellence aussi du débat libre, de la liberté d'expression, de la liberté de la science également, et qu'il est aussi d'ailleurs d'un point de vue juridique extrêmement difficile, voire impossible d'avoir des règles générales et abstraites qui disent quand on prend la parole en public, il vaudrait plutôt le faire comme ci et puis pas comme ça, qu'au fond, vous l'avez aussi mentionné, ça dépend de chaque cas concret. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que les réflexions du groupe de travail ne valent rien, c'est pas du tout ça. La question est celle de savoir est-ce qu'on veut au niveau de la direction de l'université de telles directives. Bien entendu, je crois que dans la salle, peut-être on n'a pas d'accord sur tout, mais peut-être sur une chose, on pourrait éventuellement être d'accord. Il y a parfois des prises de position de scientifiques dans les médias qui, comment dirais-je, sont suboptimales ou pourraient même, avoir comme conséquence que la réputation d'une institution pourrait être endommagée pour des raisons X, Y, Z. Mais de là, de réglementer, c'est toute une autre question. Je reçois régulièrement des mails suite à des prises de position de collègues qui se sont exprimés pour ou contre quelque chose, qui disent, voilà, il faut quand même dire à votre collègue, ça ne va pas, il faut que la direction de l'université interdise de dire le changement climatique, il ne faut pas le combattre comme ci, mais comme cela, ou le changement climatique n'existe pas, ou d'un autre bord politique, peu importe le bord politique. Et la direction de l'Uni de Fribourg était jusqu'à maintenant de l'avis, certes, il y a ces prises de position où la Terre est plate, c'est peut-être aussi une affirmation qu'on peut faire, mais que tout le monde profite de la liberté d'expression. La liberté d'expression couvre la phrase « la Terre est plate ». Vous pouvez dire n'importe quoi sous cette protection-là, et que ce n'est pas à la direction de l'université de réglementer ça, mais qu'il faut le débat scientifique sur ce genre d'affirmation. C'est un petit peu notre politique jusqu'à maintenant. Je crois que ça n'a pas si mal fonctionné. On a très très peu de personnes où on a un réel problème à l'université de Fribourg. Puis quand on regarde en Suisse, dans les autres universités, on voit dans chaque université, il y a peut-être 3-4 personnes qui parfois disent des choses, la Terre est plate. Bon, Vous abordez la question assez centrale de la liberté d'expression. On parle aussi de liberté académique. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous pourrait nous expliquer ce que recoupe chacun des termes, si c'est la même chose ou à l'inverse, pas du tout? Quelles sont les limites de l'un et de l'autre? Je ne sais pas si Olivier Greff, vous voulez intervenir. Alors, je vous rassure, on n'enseigne pas en géosciences à l'université de Fribourg que la Terre est plate et que même c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et pas l'inverse.
Ouais, enfin, moi, je prends à cœur personnellement la liberté d'expression très, très à cœur. Bon, je pense qu'il y a, de manière plus générale, il y a des limites qui se sont établies un peu par socialisation et qualification universitaire ou académique. Enfin, des thèses de négationnistes ou enfin des choses comme ça, c'est des tabous, mais ouais, qui sont tellement intériorisés qu'on n'y réfléchit pas en tant qu'enseignant, et en tous les cas en tant qu'enseignant ici en cours ou à l'université, et même à l'extérieur de l'université. Et je vois très très peu d'exemples où la liberté d'expression serait limitée, au-delà maintenant évidemment de ces cas évidents, enfin qui nous semblent évidents, comme l'apologie à la violence ou des thèses vraiment extrémistes, négationnistes, etc., sexistes, racistes, enfin tout, et ouais, que nous en tant que chercheurs on a complètement intériorisé, et on s'offusque plutôt du contraire quand il y a des cas qui apparaissent ici et là dans d'autres universités. Oui, si je peux donner un petit complément sur cette distinction entre liberté d'expression générale et liberté académique. C'est que la liberté académique, traditionnellement, peut-être que les gens dans l'assistance ne le savent pas, mais comporte 3 composantes principales, qui est la liberté de la recherche, donc liberté de choisir ses sujets de recherche, les méthodes pour les investiguer, essayer de répondre aux questions, la liberté d'enseignement, donc une certaine latitude dans le choix des sujets et des méthodes aussi d'enseignement dans le cadre d'un programme d'études. Et puis la troisième, la liberté d'expression académique. Donc cette partie liberté d'expression sous le coup de la liberté académique, qui est la liberté de transmettre ses résultats de recherche, de les publiciser et de aussi faire part au public, à la société en général, des conséquences potentielles des résultats de recherche envisagés. Alors cette partie liberté d'expression de la liberté académique se distingue quand même en quelque chose de la liberté d'expression générale dont jouissent toutes les citoyennes et tous les citoyens. La liberté d'expression générale, comme vous l'avez bien dit tous les deux, connaît très peu de limites légales, l'appel à la violence, etc. Donc on peut se dire sans problème à la radio que la Terre est plate, effectivement, dans ce cadre-là. La liberté d'expression académique est une liberté spéciale, donc qui ne s'adresse qu'à un sous-groupe de la population, qui sont les personnes qui font partie des métiers de la recherche. Elle a très peu de limites légales elle aussi, mais elle vient quand même avec un certain nombre d'obligations éthiques, déontologiques, liées au métier de la recherche. Alors, dans le cadre, donc si on se présente en tant que chercheur, chercheuse, universitaire, etc., on peut imaginer qu'on se situe dans le cadre plutôt de la liberté académique que de la liberté générale que l'on a aussi en tant que citoyen, et que dans ce cadre-là, tenir des propos qui sont très clairement en contradiction avec un consensus scientifique bien établi est un peu plus problématique en termes de déontologie. Il n'y a pas de barrière juridique à cela, mais en termes de déontologie, c'est un peu plus problématique. D'où la recommandation finalement de notre rapport, peut-être la principale, c'est d'être le plus clair possible quand des chercheurs et des chercheuses s'expriment sur est-ce que je suis ici en tant que spécialiste d'un domaine, expert, chercheur en tel domaine, ou est-ce que je suis ici en tant que simple citoyen. Et le régime de liberté d'expression n'est pas exactement le même. Il y a des petites distinctions qui font que la liberté de la parole sera un tout petit peu, les choses qu'on peut dire sera peut-être un petit peu différentes. Mais ce n'est pas pour autant qu'on conseille de réguler ça de manière autoritaire. Hein. C'est une démarche qui doit être personnelle avant tout, une démarche d'éthique de la recherche et du débat public. Puis peut-être, si je peux prolonger, effectivement, toutes les libertés académiques et la liberté d'expression connaissent bien entendu des limites. Les limites sont l'ordre juridique, donc on a évoqué des crimes ou des délits, par exemple, mais aussi, évidemment, la liberté académique connaît des limites. On ne peut pas donner le cours qu'on veut. Quand une faculté a quand même, par exemple, le droit de dire, voilà, vous donnez un cours en droit constitutionnel et non pas en chimie organique, ou enfin, et que sais-je. Et là, il y a quand même des limites. Et puis pour la déontologie également. On a, à l'Université de Fribourg, pas encore été confronté
vraiment, il y avait un cas un petit peu à moitié, mais après la personne est partie avant que ça. Voilà, c'est là que la question s'est posée. Qu'est-ce qu'on ferait vraiment si quelqu'un était en géosciences, par exemple, et puis disait la Terre est plate? Probablement, la direction de l'université devrait, avec la faculté, prendre des mesures sur la base de la déontologie. Et voilà. Mais dans la plupart des cas, c'est pas si évident que ça. Dans la plupart des cas, on a en droit, par exemple, dans beaucoup de sciences sociales, on a peut-être une opinion majoritaire, une opinion minoritaire, des arguments, etc. Mais même là, la déontologie joue évidemment parce qu'on doit être sérieux et puis aussi rendre attentif aux avis des autres, et surtout s'ils sont majoritaires. Mais, ouais. Pardon, je n'avais pas vu qu'il y avait une question. Non, tu as anticipé la question suivante, donc tu as déjà répondu. Ah, une autre aînée. Non, c'était un peu ma question, c'était de se dire finalement cette liberté d'expression, comment est-ce qu'elle s'exprime en cours et jusqu'où elle va et qu'est-ce qu'on met en place pour la réguler sans non plus être dans... Enfin, j'enseigne aussi, donc sans non plus être dans un contrôle qui serait malvenu par rapport à cette liberté académique. Mais je me demandais là si l'UNIL, dans son groupe de réflexion, avait aussi réfléchi à ces questions-là et avait fixé ou des recommandations ou des... Voilà, parce que c'est quand même une vraie question de savoir qu'est-ce qui peut être dit en cours et qu'est-ce qui ne peut pas être dit en cours. Parce que justement, il y a des questions déontologiques qui se passent et ça se passe entre l'enseignant ou l'enseignante et ses étudiantes. Ça se passe. Il n'y a pas de contrôle généralement. Alors, au niveau de l'UNIL, on a effectivement réfléchi un peu à ces questions, mais ce n'était pas le centre de nos préoccupations au moment où on a mis en place cette commission. Donc, on a une section dans notre rapport à ce sujet-là, mais ça reste assez succinct. En gros, ce qu'on dit, c'est que y a-t-il une place pour finalement l'engagement personnel dans l'enseignement? Est-ce qu'un enseignant peut faire part de ses convictions politiques, de ses activités peut-être hors université, dans un cours? Et notre réponse est que ça peut l'être à condition de bien faire attention et de bien être conscient du fait que le rôle premier d'un enseignant, en particulier dans les sciences humaines et sociales, c'est de former les étudiants à l'esprit critique, à l'évaluation des arguments, des différents types d'arguments, de la confrontation des arguments, au débat rationnel, et donc que l'université et les cours ne doivent pas être un lieu où on est là pour prêcher et faire part uniquement de ses convictions de manière unilatérale. Et les cours sont très particuliers à cet égard-là, parce qu'il y a une situation d'asymétrie. C'est-à-dire que entre l'enseignant et les étudiants, il y a une asymétrie de statut, d'âge, de connaissances. Il y a un rapport d'évaluateur à évaluer qui n'est pas très favorable au débat ouvert et constructif. Donc il faut être particulièrement prudent dans les situations d'enseignement. On peut utiliser son expérience personnelle et ses convictions personnelles à titre d'exemple, mais ça doit être balancé avec le fait peut-être de présenter la palette entière des positions ou des arguments quand on aborde un sujet particulier. C'est la recommandation qu'on donne, en quelque sorte. Est-ce qu'en ce sens, les chercheurs, les chercheuses, les scientifiques se doivent d'être des modèles d'exemplarité? On dit souvent que c'est le cas des médecins parce qu'ils ont un statut, que les gens leur accordent leur confiance. La scientifique est encore souvent sur son piédestal. On a l'impression qu'il détient une sorte de vérité. Et puis le grand public a encore tendance, peut-être trop souvent, à prendre ce qu'il dit pour argent comptant, ou pas. Ce sera à vous peut-être de me corriger. Mais est-ce que, d'autant plus, il y a un appel à la prudence dans ce contexte-là? Enfin, mon expérience, c'est que... Bon, moi, je pense là en particulier aux premières années, parce que le long du cursus, je pense que les étudiants, les étudiantes réussissent très bien à différencier et à
à voir aussi la position de l'enseignante ou de l'enseignant, sa propre position dans le débat qui est présenté en cours. Et il développe une intelligence dans l'interprétation de la position de l'enseignante ou de l'enseignant quand il présente justement les différents débats. Et évidemment, les étudiantes et les étudiants se posent la question, mais où es-tu, où êtes-vous? L'autre... Donc pour la première année, je pense que c'est une des premières étapes dans l'apprentissage, c'est de voir que sur des questions qui apparemment semblent faciles ou simples ou sans équivoque, eh ben, il voit qu'il y a une certaine complexité, qu'il y a un débat, que même sur des questions qui apparemment semblent vraiment très claires, il y a un débat, il y a toujours des divergences d'interprétation ou d'analyse, et que ce n'est pas à l'université qu'ils vont avoir qui vont acquérir des certitudes sur certaines questions ou certaines connaissances. Et ça, c'est, je pense, la première étape en première année, c'est de voir, OK... Il y en a beaucoup des étudiants qui arrivent, ou étudiantes, en venant chercher la vérité ou des certitudes. Moi, j'ai l'impression que il y a une espèce d'étape de déception quand ils viennent de l'école, de voir, ah ben, c'est pas juste une transmission de connaissances, et puis il faut les bûcher, et puis une fois qu'on les a bûchés, c'est bon. C'est justement, c'est un apprentissage de réflexion, d'esprit critique, de questionnement, de doute, et d'apprendre de travailler avec ses doutes ou de progresser malgré ses doutes. Une question dans le public ou une remarque? Oui, merci. Je trouve que là, on a parlé beaucoup aussi de ce droit de s'exprimer, mais moi, je me questionne aussi beaucoup sur le devoir, en fait, de s'exprimer quand on est scientifique. Donc, le devoir aussi de publier ses résultats, de transmettre ses résultats, et peut-être aussi vos avis là-dessus. Qu'est-ce qui est justement aussi ce devoir quand on a une université de partager ses connaissances, et comment le faire? C'est qui le public cible finalement qu'on veut toucher? Si on parle de la crise Covid, justement, on voyait bien cette difficulté en fait de partager des connaissances scientifiques qui étaient assez claires, où on se posait pas tellement de questions, mais après justement de les faire comprendre par la majorité d'une population, il y avait quand même un grand défi. Du coup, je trouve aussi très intéressant cette question du devoir de partager ses connaissances. Peut-être, merci beaucoup. C'est effectivement une question importante. Alors, je pense qu'il faut aussi voir qu'on a beaucoup, s'il vous plaît, entre guillemets, beaucoup de faune à l'université. Donc, il y a des collègues, des chercheurs et chercheuses qui sont très à l'aise dans des interviews, radio, télé, etc. Et il y en a d'autres où c'est beaucoup plus difficile. Je crois que là, il faut vraiment prendre compte, parce qu'on a chacune, nos forces et nos faiblesses. Ça, de manière donc, générale, donc d'obliger tout le monde de répondre toujours à une interview radio ou autre, c'est peut-être difficile. Ceci dit, je pense que vous touchez un point important. Je pense que ça fait partie des devoirs d'un chercheur de se donner de la peine de transmettre d'une manière ou d'une autre. Là peut-être les manières peuvent être très différentes. Les résultats scientifiques aussi au public qui peut être très différent suivant les domaines aussi des chercheurs et chercheuses. Et à l'Uni de Fribourg, on essaye aussi de thématiser cela avec les chercheurs et les chercheuses qui soient aussi à disposition des médias, par exemple. Si vous n'êtes jamais atteignable, c'est difficile. Et il y a beaucoup quand même de chercheurs, de chercheuses qui jouent aussi le jeu. Donc comme institution,
financé, il faut jamais oublier, financé en grande partie par l'impôt, par l'argent public, il y a décidément ce pouvoir. Puis je crois qu'on a tous et toutes, dans toutes les hautes écoles, universités suisses, on a quand même fait beaucoup de progression dans ce sens-là, dans la disponibilité aussi, si on compare la situation d'il y a une vingtaine d'années. Et puis les formats sont aussi très différents. On a ce format ce soir ici, on a à Fribourg Explora, par exemple, la journée des portes ouvertes. Il y a des articles dans les journaux, des interviews et autres, où on essaye vraiment aussi de partager ce savoir. Un point me semble encore important, c'est la différence du rôle du scientifique d'un côté et du politique de l'autre. Ça, je crois qu'il faut vraiment, c'est pas parce que la science est d'accord que, qu'est-ce que vous avez donné, que le Covid, qu'il faut se faire vacciner, hein, que le politique doit forcément décider une obligation de vaccination, ce qu'il n'a d'ailleurs pas fait en ce qui concerne la Suisse. Hein. Parce qu'il peut y avoir beaucoup d'autres considérations. Le rôle du scientifique, c'est vraiment de mettre à plat et de communiquer les bases scientifiques, mais les décisions politiques qui en découlent peuvent être autres, peuvent d'ailleurs aller contre les évidences scientifiques pour toutes sortes de raisons. Il y a un exemple, il y a quelques années, on avait un programme national de recherche sur le génie génétique. Et le résultat, c'était il n'y a pas d'évidence scientifique que d'utiliser des organismes génétiquement modifiés, que ça crée un danger. Et malgré cela, le politique a décidé de prolonger le moratoire pour l'utilisation des organismes génétiquement modifiés, en tout cas librement, pas au labo. C'était une décision qui était motivée par l'acceptance, ou plutôt la non-acceptance de cette technologie dans la population. On peut être pour ou contre, mais c'est une décision politique, la responsabilité politique. Une autre question dans le public ? Bonsoir. Peut-être pour reprendre des mots qui ont déjà été cités, qui sont de mettre des chercheurs un peu sur un piédestal, je pense que c'est un peu mon cas. Et j'ai entendu en fait un peu d'autres versions où il y a une grande hiérarchie à travers la recherche, ou alors un certain sponsoring pour peut-être guider un peu les recherches sur certains résultats. Et je me demandais en fait quel était l'autre revers de cette médaille, un peu de fait d'être chercheur, quels sont aussi les points justement un peu plus négatifs, ce qui m'inspirait aussi le titre de ce café scientifique. L'aspect positif, je pense que une des raisons pourquoi nous, chercheurs, on fait de la recherche, c'est la liberté. C'est la liberté de pouvoir travailler, s'intéresser pendant un temps qui nous est pas imposé sur des questions qui nous passionnent. Et il n'y a vraiment personne, ni la rectrice ou n'importe quelle autorité qui nous impose de faire de la recherche sur telle ou telle question, sur telle thématique. Même s'il y a une certaine pression sociale qui existe évidemment, mais on est complètement libre. Je pense que c'est ça qui nous fait vivre. Enfin, c'est la passion de pouvoir vraiment s'intéresser et consacrer notre temps sur une question qui nous passionne. Oui, je pense que par rapport à cette image de la science, il y a à la fois une idéalisation de la science, j'ai l'impression parfois dans le public ou dans les décideurs qu'il faut combattre, mais sans jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'on a cette image de la science neutre qui poursuit la connaissance, qui produit des faits objectifs, qui est à l'abri de toutes les influences politiques, sociales, financières. Non, la science ne fonctionne pas comme ça, c'est une entreprise humaine, avec des défauts humains.
Il y a des valeurs dans la science, il y a des influences sociales, ne serait-ce que dans le choix des sujets qui sont étudiés. Par contre, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle met en place des méthodes et une organisation du travail qui a pour but de limiter ces biais le plus possible. Hein. Donc que ce soit des méthodes de récolte des données, de traitement des données, des protocoles expérimentaux, l'organisation du travail avec la revue par les pairs, où les spécialistes d'une question se vérifient et critiquent leur travail mutuellement, etc., qui visent à produire des résultats et des connaissances les plus fiables possibles. Et donc, moi, je fais partie des gens qui ne pensent pas que la science est neutre, au sens d'absence de valeur. Hein. C'est une entreprise sociale, avec ses avantages, ses défauts. Par contre, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas produire des connaissances fiables. Donc, dans la sociologie des sciences actuelle, la tendance est de dire que plus une communauté, parce que vous parliez aussi des influences peut-être de l'argent ou de certains intérêts, c'est peut-être plus fort dans la recherche privée que dans la recherche publique. Mais ce qui est sûr, c'est que sur une certaine thématique, la sociologie des sciences tend à montrer que plus la communauté est diversifiée, moins il y a de risques d'égarement collectif, en quelque sorte. Il y a des exemples dans le passé où la science était produite par principalement des hommes blancs occidentaux de classe aisée. Ça a donné lieu à un certain nombre de biais dans les recherches que l'on n'aurait pas eu ou qu'on n'a pas aujourd'hui avec une communauté très diversifiée en termes de genre, de provenance ethnique, peut-être de classe sociale, etc. Parce qu'on se critique parmi, et puis ce que l'un n'a pas vu, l'autre le verra et pourra le faire remarquer, etc., etc. Donc une communauté diversifiée, des méthodologies et une organisation de la recherche adéquate permet malgré tout d'obtenir des résultats les plus fiables et objectifs possibles. Ce n'est pas une entreprise parfaite puisqu'elle est humaine, mais on essaye de tendre vers cet idéal. Et puis vous avez aussi parlé de financement privé. Alors, effectivement, c'est un thème dans toutes les universités. On a, à ma connaissance, dans toutes les universités, des directives ou règlements ou autres qui disent la liberté de la science doit être garantie. Donc, la liberté, par exemple, d'engager qui en veut, la liberté de publier et autres. Mais il n'en demeure évidemment pas moins qu'il y a des domaines scientifiques qui trouvent plus facilement de l'argent privé que d'autres. Ça, c'est un fait. Donc, vous n'allez pas, ou beaucoup plus facilement, trouver de l'argent privé pour les sciences de la vie au sens large du terme que pour la philologie classique, par exemple, qui est aussi tout à fait intéressant, où il y a encore des choses à trouver, malgré le fait que la philologie classique a déjà un âge certain. D'où l'importance d'un financement public suffisant. Un financement public qui garantit qu'il y a aussi ces domaines où on peut vraiment choisir totalement librement, où on a un certain financement de base pour faire ces recherches. En soi, il faut à chaque fois, quand il y a une donation privée, vraiment vérifier, et puis aussi au niveau des contrats, s'assurer, etc., que cette liberté de la science est garantie. Mais bien entendu, le donateur, il va quand même dire, voilà, moi j'aimerais mieux financer les sciences de la vie que la philologie classique. Et puis là, vous ne pouvez pas dire, liberté de la science, on va vers la philologie classique, là, il ne vous donnera pas l'argent. Donc, mais c'est vrai que il faut toujours faire attention à cette liberté. Mais le système suisse, au niveau de ce financement de base, ne marche pas si mal. Il faut vraiment faire attention que ça dure. Petit appel, il faut que le financement dans les prochaines années soit aussi garanti et aussi développé suffisamment.
Ça tombe bien, donc l'enregistrement vidéo ne fonctionne pas, mais l'enregistrement son fonctionne ce soir. Donc, appel bien entendu et bien enregistré. Il y a une autre question dans le public. Tout à l'heure, Augustin Franière, vous avez recommandé que quand on s'exprime publiquement en tant que chercheur ou chercheuse, il faudrait identifier la position à partir de laquelle on parle. Donc, est-ce que je parle plutôt en tant que citoyen, personne privée, ou en tant que chercheur qui éventuellement engage mon institution malgré moi? Mais en fait, c'est jamais possible, parce que quand Julia Schanberger s'assied sur l'autoroute, évidemment qu'elle le fait autant en tant qu'être humain qui espère encore vivre quelques dizaines d'années, qu'en tant que chercheuse du GIEC qui connaît très bien la situation de la détérioration du climat. En même temps, quand un professeur d'économie stipule sur scène, dans un événement certes privé, que conduire un vélo, ça pollue moins qu'une voiture, et qu'il le défend ensuite publiquement avec des calculs économiques un peu douteux, il le dit quand même parce qu'il est invité en tant que professeur d'économie. Donc, comment on fait pour démêler tout ça, à la fois en tant que personne qui parle, mais aussi en tant qu'institution ou en tant que public qui entend ce genre de discours? Oui, c'est une problématique difficile. Donc, juste pour reprendre, on recommande, c'est une sorte de recommandation de bonne pratique, un idéal vers lequel il faudrait tendre, de clarifier le statut qu'on endosse quand on prend la parole, mais aussi la nature des propos que l'on tient. Est-ce que je suis en train de transmettre un consensus scientifique très solide, des résultats de recherche, mon opinion personnelle à l'autre bout du spectre, ou alors quelque chose entre les deux, mon évaluation d'expert d'une situation où la science n'a pas de preuves absolument concluantes. Donc dans les deux cas, c'est très difficile. Quel rôle j'endosse? Effectivement, les deux font partie de ma personnalité. Je ne peux pas complètement démêler le citoyen du chercheur, etc. Toujours est-il que, alors quand on est collé sur une autoroute et qu'on se fait embarquer par la police, c'est peut-être dur de dire « je suis là comme citoyenne ». Par contre, quand on parle à la radio, on peut très clairement dire « j'aimerais que vous me présentiez comme spécialiste de telle question » ou « non, dans cet article de blog que j'écris, je dis clairement que je sors ici de mon domaine d'expertise spécifique et puis que c'est mes vues personnelles sur la question que je suis en train de transmettre. » Donc on ne peut pas le faire parfaitement, mais je pense qu'il y a un certain nombre de situations où c'est possible quand même et que c'est un peu une habitude qu'on devrait prendre, nous, les universitaires, d'essayer de le dire. Et puis, dans un même discours, on peut toujours glisser, alors là je sors un tout petit peu de mon domaine d'expertise, mais je vais vous dire quand même mon sentiment parce que je me suis intéressé à la question, et puis ensuite dire ce à quoi on pense. Donc, comme les deux font partie de notre identité, c'est sûr qu'on ne peut pas complètement le démêler, il y a toujours les médias qui vont essayer, même si on est là pour transmettre des résultats de recherche, qui vont essayer de nous faire dire des choses sur qu'est-ce qu'il faudrait faire politiquement, etc. C'est pas facile, mais c'est un peu un idéal auquel il faudrait tendre. Peut-être juste encore en prolongeant sur cette question. On nous a interpellé par rapport au professeur d'économie que vous avez mentionné. Est-ce que l'université ne devrait pas édicter des règles qui disent un professeur peut s'exprimer ou a le droit de s'exprimer comme scientifique uniquement dans son domaine de compétences? C'est inapplicable. Parce que, prenez l'exemple de l'économiste en question, bien entendu, les calculs du vélo, de la voiture, etc., c'est des calculs économiques. Voilà, prenez un autre exemple. Moi, je suis juriste, je fais du droit européen, mais si quelqu'un me demande une question simple du droit civil, en général, je me débrouille, plus ou moins. Donc, est-ce que je ne peux pas le dire? Donc, c'est impraticable. Et donc, ce genre de situation, il faut vraiment laisser... moi, je donne toujours le mail de la personne, du collègue en question, et puis je dis, bon, voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec les calculs, écrivez-lui, et puis engagez un débat scientifique ou mathématique sur les calculs. Et puis après, c'est comme ça que le discours fonctionne. Je crois que ça, c'est la version ou la manière la plus saine de faire au vu des risques de toute autre approche. Parce que dès que peut-être pour le professeur en économie, ça nous plaît bien de dire, voilà, ça, il faut peut-être pas dire, mais après, ça ouvre la porte d'interdire tout.
toutes sortes d'opinions. Si je peux juste rajouter un tout petit mot, il y a d'autres institutions en France, notamment l'INRAE, qui est un grand institut de recherche qui a édicté des règles assez précises en la matière et assez rigides, où les chercheurs et chercheuses ne peuvent mentionner leur affiliation à l'institution uniquement s'ils s'expriment exactement sur des sujets qui font partie vraiment de leur publication, de recherche, etc. C'est extrêmement contraignant. C'est effectivement, à mon avis, très dur à appliquer. Alors, si on est un microbiologiste qui travaille sur quelque chose de très spécifique, à la rigueur, oui, mais quand on est juriste ou philosophe ou autre, ou historien, les frontières du domaine d'expertise sont beaucoup plus difficiles à identifier. Donc, nous, on est parti de l'idée qu'en fait, c'était pas vraiment un problème parce que quand un professeur de philosophie s'exprime sur, par exemple, parce qu'on a eu ce cas à Lausanne, sur l'efficacité du port de masque contre le Covid, je pense que le public est capable de comprendre qu'en fait, il sort un petit peu, voire beaucoup, de son domaine d'expertise, ouais. Et qu'il n'engage pas l'institution avec ses propos. Oui, j'ai une question parce que M. Franière ou professeur Épinay, vous avez parlé de sujets qui créent débat, quoi que ce soit le Covid ou les OGM, sans revenir à la question du pouvoir, parce que c'est vrai que Galilée, il a mal fini parce que ça déplaisait à l'époque. Non, ma question un peu, c'est de dire finalement, en tout cas dans les sciences qu'on pourrait appeler dures, il faudrait peut-être plus expliquer la question de la reproductibilité des résultats, voire faire open data, ou je sais pas, mais pour qu'il y ait un peu plus de foi dans la science, je dirais, même si on sait qu'à certaines époques, il y a des choses qui ne sont pas acceptées par le politique, ou etc. Parce que, bon, d'un autre côté, malheureusement, on a l'effet réseaux sociaux, chambres d'écho, et c'est les vérités alternatives, ou je ne sais pas comment on les appelle, qui font le pas. Donc, ma suggestion d'un côté, c'est peut-être pour sortir de la... Puisqu'on dit tais-toi, non, peut-être toi, peut-être pas, mais est-ce que l'institution elle-même ne peut pas davantage expliquer que les résultats sont l'objet de... Bon, d'abord, si c'est publié en général, comme vous l'avez dit, ça a été revu par des pairs, mais aussi que le travail lui-même est celui qui doit être reproductible, donc qui montre qu'il y a quelque chose de plus solide, ce qu'en effet tous les chercheurs devraient faire. Voilà. On y travaille. Mais c'est vrai que ça peut-être faudrait peut-être avoir le réflexe de le dire à chaque fois quand on présente des résultats scientifiques, peut-être on l'a pas tout le temps. Là, je pense que vous abordez un problème qui est, à mon avis, davantage politique que scientifique. Parce que c'est pas parce qu'on aurait donc des connaissances très bien établies, reproductibles, et où, certes, il y a presque plus de débat ou pas de débat sur ces résultats ou sur ces connaissances, qu'il n'y aura pas après, dans les réseaux sociaux ou dans le monde politique, toujours des voix qui vont contester ou nier ou relativiser ces résultats. Ce que je veux dire, c'est pas en essayant d'établir avec certitude des connaissances qu'il n'y aura plus de voix qui vont remettre en question ou nier ces résultats. Et je pense que ça, c'est une différence d'aujourd'hui par rapport à peut-être quelques dizaines d'années où ce qui était scientifiquement établi avait un autre statut dans le domaine public qu'aujourd'hui. Et je pense que le doute et la mise en question des résultats scientifiques aujourd'hui n'est pas un problème scientifique dans le sens qu'on pourrait trouver des moyens de les établir encore avec plus de certitude que de voir plutôt les problèmes de polarisation et de bêtises, hein, dans le sens que quand il y a des hommes ou des autorités, des femmes politiques qui mettent des choses en doute alors que d'un point de vue scientifique, c'est complètement stupide. Les scientifiques ont
Tout à fait, tout à fait. Et c'est pas parce que, et à mon avis, nous, en tant que scientifiques, on pourrait faire des efforts supplémentaires, ça ne va pas résoudre le problème. Malheureusement. Et puis je partage cette analyse. Hein. On peut toujours faire mieux, hein, des efforts, et puis ça vaut toujours la peine encore de se demander comment encore mieux expliquer. Mais disons, il y a le même phénomène au niveau du journalisme, par exemple. Hein. Donc c'est n'importe quoi est sur les réseaux sociaux, d'où l'importance aussi vraiment de médias publics. Ça, c'est ma deuxième page pub. Vraiment d'un service public au niveau de médias, parce que sinon, si tout le monde se réfère à TikTok et compagnie, on aura des grands problèmes de société. Donc ça touche la science, mais ça touche aussi qu'est-ce qui se passe dans le monde, etc. Une autre question dans le public ? Oui, bonsoir. Jusque-là, on a beaucoup parlé du cadre éthique qui encadre la liberté d'expression. Moi, je serais intéressé à avoir aussi votre retour sur le côté plus pratique. C'est-à-dire que souvent, des recherches scientifiques peuvent, entre guillemets, faire évoluer ou bouleverser notre vision du monde sur différents sujets, dont certains qui ont beaucoup d'implications économiques ou politiques. Et dans ces cas-là, eh bien, parfois, il y a des influences politiques ou économiques qui essayent de probablement s'opposer à la diffusion à large échelle de certains résultats. Par exemple, un exemple sur le tabac ou le réchauffement climatique. Enfin, ça ne manque pas d'exemples. Et puis, du coup, je me demandais, déjà peut-être partager vos expériences par rapport à ce sujet-là, et puis également si au niveau institutionnel, c'est une thématique qui est, comment dire, prise en compte au niveau de l'action, s'il y a des choses qui sont mises en place pour essayer de peut-être atténuer ces atteintes à la liberté d'expression de par des lobbies ou d'autres capacités d'influence. Alors, il me semble qu'il y a deux choses dans votre question. Il y a les stratégies de désinformation et de doute qui ont été mises en place par effectivement l'industrie du tabac, l'industrie de l'énergie fossile. Donc, c'est documenté, on le sait, c'est à coût de millions qu'on paye. Alors, parfois d'anciens scientifiques, parfois des sortes de bureaux de consultants pour soit produire des arguments qui remettent en doute un consensus sur les effets nocifs du tabac, du changement climatique, etc. Donc il y a ça, il y a l'industrie du doute, et puis de l'autre côté, il y a effectivement ces entraves à la liberté d'expression qui peuvent notamment, et il y a eu des cas, se manifester par ce qu'on appelle les procès bâillons. Hein. Donc on a des grandes entreprises qui font des procès à certains scientifiques qui s'expriment sur la nocivité de tel ou tel produit, par exemple, telle ou telle molécule sur l'environnement et la santé humaine. Et puis, comme il y a... ils leur font un procès pour... Je ne sais pas exactement les termes juridiques, hein, mais il y a un effet suspensif pendant la durée du procès, en tout cas, qui fait que les chercheurs n'ont plus le droit de s'exprimer. Alors, sur le côté remise en cause, eh bien... mettre au jour déjà ces stratégies qui sont souvent les mêmes, qui consistent à semer le doute, est une manière de réagir, de faire en sorte que le public soit conscient que ces stratégies existent, quels sont les types d'arguments qui sont mobilisés. C'est souvent les mêmes stratégies argumentatives, rhétoriques. Donc c'est en quelque sorte une sorte de stratégie de vaccination de la population face à ces stratégies-là. Hein. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'on préfère beaucoup plus et expliquer beaucoup plus. Sur les entraves à la liberté d'expression et à la liberté académique en général, hein, je n'ai pas connaissance à ce stade de mesures institutionnelles au niveau d'une université qui pourraient améliorer la chose ou qui soient courantes actuellement. Je pense que c'est vraiment une question politique et juridique de défense de cette liberté-là, de ces libertés académiques, des libertés d'expression,
Et je ne suis pas sûr que la tendance aille vraiment dans la bonne direction. Je ne sais pas si vous avez d'autres informations. Peut-être encore, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, peut-être deux éléments, donc très concrets. Le premier, terre à terre, hein, si un des chercheurs à l'université de Fribourg et à Lausanne et ailleurs, j'en suis convaincu, a des problèmes de justice à cause ou suite à son travail scientifique, l'institution le soutient. Donc, met à disposition le service juridique de l'université, paye un avocat au besoin, etc. Donc, on a eu ces cas à l'université de Fribourg. Heureusement, pas tous les jours, parce que vous imaginez, ça coûte un tout petit peu. Mais là, je crois que c'est le devoir de l'institution de soutenir les chercheurs dans ce genre de situation. Heureusement, à Fribourg, on n'avait pas encore une multinationale qui a attaqué un chercheur à ma connaissance. L'autre élément, un peu plus abstrait, mais quand même important, je crois qu'on ne peut pas trop mettre l'accent sur l'autonomie de l'université. Surtout pendant des périodes où c'est relativement calme. Donc vraiment d'insister sur cette importance de principe de l'autonomie de l'université, de la recherche académique, etc. Parce que c'est dans des moments où par des thématiques qui font pas unanimité qu'il faut que cette liberté fasse ses preuves. Donc là, je crois qu'il faut vraiment faire très attention à plusieurs points de vue. Je peux faire parfois remarquer, c'est intéressant, hein, des États, des dictatures de toute façon, mais aussi des États avec des tendances autocratiques, hein, par exemple la Hongrie. Qu'est-ce qu'ils font en premier? Ils s'attaquent aux journalistes et aux universités, en général en même temps. Donc c'est pas anodin ces comportements. Et on doit aussi, en Suisse, on n'a pas ce risque-là, mais il faut dans des moments, comme je disais, où on va bien, il faut insister sur ces grands principes. Juste préciser que notamment la liberté d'expression académique, la liberté académique et sa composante liberté d'expression a été confirmée dans plusieurs arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, de cas de chercheurs qu'on a voulu faire taire ou qui ont critiqué leur institution et qui ont dû en subir des conséquences, pas en Suisse, hein, c'est en général dans des pays comme la Turquie par exemple ou d'autres, c'est remonté jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme qui a donné raison à ces chercheurs en disant non, ils ont non seulement un droit d'expression, mais ils ont un droit à la critique de leur propre institution, de leur propre gouvernement, et ils ne devraient pas être sanctionnés pour ça. Donc c'est des principes qui sont dans le droit international. Maintenant, est-ce qu'ils sont toujours appliqués? Ça, je ne pense pas que ce soit le cas. Et puis, pour prendre encore un autre élément, je crois que l'institution a aussi l'obligation de permettre à tout et chacun de s'exprimer au sein de l'université. On a connu à l'université de Fribourg quelques difficultés ces dernières années, pas tout le temps, mais quand même, où on a dû faire appel à la police pour que quelqu'un puisse s'exprimer dans le cadre de l'université. Et je crois que ça vaut la peine de faire appel à la police. Parce que chacun doit pouvoir s'exprimer. Il ne faut pas céder, il ne faut pas se dire, bon, on annule telle ou telle conférence parce que ça nous met dans des difficultés. Et non, enfin, peut-être parfois on n'a pas le choix, qu'ici il y a vraiment un grand danger de sécurité publique, mais ça, ce n'était pas le cas chez nous. Donc, ce qu'on a vu, par exemple, dans une université anglaise où une chercheuse n'a pas été protégée par son institution parce qu'elle a dit au niveau biologique qu'il y a deux sexes, je trouve ça difficile. C'est justement ces débuts-là où il faut vraiment faire attention qu'il n'y a pas une atteinte à la liberté d'expression académique. Et puis là, l'institution a vraiment un réel devoir de protection pour toute opinion exprimée. Une question tout devant. Du coup, ça va me permettre de rebondir, ça fonctionne bien. Je trouve le timing de cette discussion particulièrement intéressante
parce que la question de la liberté d'expression académique est revenue plusieurs fois dans les médias ces temps-ci, et ce, dans le cadre des atrocités qui se passent actuellement au Proche-Orient. Il y a notamment un article de Mediapart qui parle en France de censure de certaines positions. C'est d'autant plus le cas aux États-Unis ou en Allemagne, où on parle parfois de licenciement. Et donc, on parle parfois de formes de censure, mais aussi de macartisme moderne autour de la question palestinienne. Et donc, je me demandais quelle était votre réaction face à ça, quel est le rôle de protection ou peut-être même de solidarité des scientifiques, non seulement lorsqu'il se passe des choses extrêmement graves, mais aussi lorsque vos collègues ne peuvent pas prendre position sur ces questions, bien que certains... En fait, énormément du débat public tourne aussi autour de questions scientifiques, tourne beaucoup autour de questions de définition, de termes qui sont débattus dans les sciences sociales et en droit, et donc où l'apport scientifique paraît particulièrement important aujourd'hui. Madame Bon, un thème difficile. Hein. Bon, vous faites allusion, il y a différents aussi, entre guillemets, histoires qui étaient dans les médias d'universités suisses, d'autres que Fribourg, nous aussi, pour une conférence. Alors, à l'université de Fribourg, on a le principe, justement, chacun peut s'exprimer dans le cadre de l'ordre universitaire et de la législation. À Fribourg, on a interdit une conférence parce que l'appel ou la publicité pour la conférence contenait des appels clairs à la violence. Et puis ça, l'université n'est pas un endroit où on peut appeler à la violence. Par ailleurs, il y avait encore d'autres insinuations antisémites. C'est donc, justement, on parlait tout au début des limites de la liberté d'expression. Ça en est une. Hein. Et maintenant, je ne m'exprime pas sur ce qui se passe à l'université de Bâle ou à l'université de Berne, pour ne pas les nommer, mais les directions de ces universités sont effectivement aussi dans ce cadre-là, à l'Uni de Bâle, encore un peu plus dans la déontologie scientifique. Donc, je ne sais pas si j'ai donné un brin de réponse. Et un deuxième élément, qu'est-ce qui est le rôle d'une institution par rapport à ce qui se passe maintenant suite aux attaques du Hamas en Israël, ce qui se passe dans cette guerre qui est en cours maintenant. Tant Swiss Universities, donc la conférence des recteurs et rectrices des hautes écoles et aussi des hautes écoles universitaires, que l'Uni de Fribourg, nous avons la politique que nous ne prononçons pas publiquement sur des thèmes politiques, sociétals ou autres qui ne touchent pas directement l'université. Ce n'est pas qu'on n'a pas d'opinion, ce n'est pas que nos chercheurs ne peuvent pas se prononcer, tout au contraire, mais en tant qu'institution, on ne prend pas position. Parce que sinon, on devrait prendre position sur tout. Hein. Pourquoi on parlerait maintenant des attaques du Hamas comme institution toujours, et des réactions d'Israël, et on ne parlerait pas des Ouïghours et des Tibétains en Chine, ou bien de la guerre civile au Yémen, du rôle de l'Iran, enfin, et j'en passe. Hein. Et je crois que ça, c'est une attitude sage, parce que sinon, on s'en sort plus. Oui, enfin, je suis aussi souvent, de temps en temps abordé par des groupes d'étudiants ou des groupes politiques de me prononcer pour telle ou telle ou sur telle et telle question. Donc, de toute évidence, ces groupes, ces associations cherchent des grands témoins ou cherchent une voix qui apparemment ou devrait avoir plus de poids dans un débat qu'une autre voix. Donc, ce qui est... Ouais, après, on peut en discuter si c'est vraiment le cas ou pas. Mais liberté d'expression, ça veut dire aussi liberté de non-expression. Et c'est pas parce qu'on est académique ou chercheur qu'on a un avis ou une connaissance sur tous les sujets. Et c'est pour ça, moi,
dans de nombreux cas, je dis, oui, évidemment, j'ai une opinion, je lis la presse, je suis informé, mais quel est le statut donc de ma voix dans ce débat-là, alors que je ne suis ni expert, ni impliqué d'un point de vue personnel dans soit le conflit ou sur cette question. Et je pense qu'il y a aussi cette attente de la part du public vis-à-vis des chercheurs et des chercheuses. Vous avez un peu le même problème que les rockstars, quoi. On vous interroge sur tout et n'importe quoi. Donc, ouais. Et là, à mon avis, c'est aussi au public d'accepter qu'on n'est pas expert sur tout, hein, et qu'on a aussi le droit de retrait sur tel et tel aspect. Juste un mot pour compléter. Donc les règles en vigueur, disons qu'elles sont pas formalisées, mais elles sont mises en pratique à l'Université de Lausanne pour les événements, débats et autres qui ont lieu sur le campus ou sous l'égide de l'université. C'est qu'on demande au minimum une caution scientifique. Donc l'institution n'est pas là pour trancher les controverses ou pour prendre position sur des questions, elle est là comme garante de la qualité académique du débat. On n'est pas la place du marché, on est une institution scientifique, donc le débat qui s'y déroule doit suivre les codes du débat académique. Donc pour ce faire, en général, on demande au moins une caution scientifique, c'est-à-dire qu'il y a un institut ou une personne du personnel de recherche qui doit participer ou cautionner l'événement, le débat, etc. Et on demande pour les sujets qui sont particulièrement controversés et chauds peut-être politiquement, qu'il y ait un minimum de diversité d'opinion, que ça permette le débat contradictoire, etc. Donc effectivement, si un idéologue d'extrême droite, pour prendre un exemple, c'est un exemple qui existe, est invité par une association à venir donner une conférence, on ne va pas le faire juste comme ça. Ce n'est pas le lieu de la liberté d'expression de tout pour tous, c'est le lieu de la liberté d'expression académique qui suit des règles du débat académique. Donc on va demander qu'il y ait un aspect académique au débat, qu'il y ait une diversité d'opinions, que ça permette un débat contradictoire selon les normes en vigueur. C'est intéressant les différentes réglementations dans les universités. Comment vous faites alors quand une association d'étudiants organise un débat? Vous devez donner, ou la direction de l'UNIL doit donner son autorisation à chaque fois? Parce que si on demande d'inviter d'autres, il faut que chaque manifestation, chaque conférence organisée, je ne sais pas, par... comment s'appelle déjà l'association d'étudiants à Lausanne? Il y en a plusieurs. Peu importe laquelle. Ouais. À chaque fois, la direction de l'UNI dit oui, non, mais il faut encore inviter un autre. C'est un débat scientifique, c'est pas un débat scientifique. Oui, alors ça se fait de manière un peu organique et pas aussi organisée que ça, à ma connaissance, hein, parce que je ne suis pas impliqué complètement là-dedans. C'est plus que quand la direction est sollicitée parce que quelqu'un s'alarme du fait qu'une personne va être invitée et que cette personne est controversée, etc., elle essaye d'imposer un petit peu ces règles-là, c'est-à-dire de regarder, OK, y a-t-il une caution scientifique? Donc y a-t-il un chercheur, une chercheuse impliquée dans l'événement qui va apporter un éclairage académique, scientifique à l'événement? Ou y a-t-il diversité de points de vue qui permet un débat contradictoire? Mais dans l'optique que tout peut et doit être discuté, mais selon les règles du débat académique. À Fribourg, on est un peu plus large. Hein, donc, on a un système de reconnaissance des associations d'étudiants. Ils peuvent se faire reconnaître sous certaines conditions qui sont relativement peu nombreuses. Donc, les conditions, c'est il faut respecter l'ordre universitaire, évidemment le cadre juridique. Il faut avoir ou offrir des activités pour les étudiants spécifiquement. Et donc, on n'accepte pas des associations politiques pures et dures. Donc, les jeunes du centre ou les jeunes UDC ou les jeunes PS, ça ne va pas.
Mais on a une centaine, plus qu'une centaine d'associations qui organisent toutes sortes d'activités pour les étudiants qui ne sont pas forcément vraiment toujours scientifiques. Et puis, ils font ce qu'ils veulent, on ne regarde pas, sauf si, effectivement, l'ordre universitaire, là, le tract dont je parlais tout à l'heure, ça, on a trouvé dans les couloirs et puis on a réagi. Sinon, ils peuvent inviter qui ils veulent. On avait à l'INIT Fribourg l'autre jour, ça fait déjà 3-4 ans, 2 ans en arrière, je ne sais plus. On avait, comment il s'appelle, l'avocat genevois sympathique. Marc Renan. Voilà. Alors que Elsa l'a invité, la European Law Students Associations. Puis moi, j'ai reçu une lettre d'autres étudiants qui ont dit il faut interdire cette conférence de ce monsieur sous prétexte que ses opinions sont, ce qui est peut-être pas si faux, enfin, je n'ai pas examiné en détail, sous prétexte que ses opinions sont misogynes. On n'est pas entré en matière, hein, parce que aussi cette personne-là a le droit de s'exprimer. Une autre question dans le public. Depuis le début, j'ai l'impression qu'on met en avant la question de la déontologie, éventuellement un peu de la retenue, mais il faudrait être capable de démontrer son raisonnement scientifique, etc. Et ça, j'ai l'impression que ces règles fonctionnent très bien quand on publie dans le monde académique ou quand on a une conférence à l'université. Mais dès qu'on s'exprime dans la sphère publique, dans l'espace public, j'ai l'impression qu'avec ces précautions-là, on a une longueur de retard sur le reste des personnes qui vont prendre position sur les mêmes sujets que les chercheurs. Et est-ce qu'on ne perd pas déjà la bataille? Pour faire l'avocat du diable, est-ce qu'il ne faudrait pas un peu remettre en cause ces principes-là, justement pour avoir un poids? Je veux dire, ok, j'ai fait des recherches, je connais mon résultat, maintenant je ne suis pas obligé de le démontrer et d'être absolument toujours strict scientifiquement dans ma communication pour qu'au moins mon message y passe. Parce que sinon, peut-être qu'on est un peu à la traîne. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, je pense que le propos, c'est pas de dire qu'on doit être tout le temps, parce que c'est une tendance naturelle, je pense, chez les scientifiques, d'être dans la nuance, le doute, etc. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut affirmer, même en tant que scientifique, mais c'est clair qu'il y a une asymétrie entre un chercheur ou une chercheuse qui va exposer des résultats de recherche avec les précautions parfois que ça suppose, et essayer de le faire au mieux. Et puis, de l'autre côté, quelqu'un qui est motivé uniquement par des questions politiques et qui est libre de dire à peu près n'importe quoi pour parvenir à ses fins. Il y a une certaine asymétrie dans le débat. Prenons le changement climatique. Voilà, je ne sais plus quel climatologue avait dit un jour pourquoi il y a tellement de climato-scepticisme. Parce que ça prend 10 secondes de dire n'importe quoi sur le climat, mais ça prend 10 minutes d'expliquer pourquoi c'était n'importe quoi. Donc il y a une asymétrie, mais je pense qu'il faut malgré tout tenir à nos principes ces principes déontologiques, ces principes de accepter la complexité et la nuance. Je pense que si on déroge trop à ça, c'est une pente qui devient un petit peu dangereuse aussi. Mais on peut s'entraîner aussi à s'exprimer de la manière la plus claire et percutante possible, même dans ce cadre-là, à mon avis, même si c'est un exercice pas toujours facile. Oui, juste pour peut-être confirmer, enfin, je pense qu'il y a un vrai problème de surenchère, et cette pente, finalement, elle mènerait à un discrédit des scientifiques eux-mêmes. C'est-à-dire que si à force on rentre dans ce débat qui devient de plus en plus émotionnel et de moins en moins factuel, à partir d'un certain moment, on va se dire ouais, mais quelle est maintenant la valeur de cette prise de position dans le débat qui n'est maintenant plus aussi fondé sur des résultats ou sur des connaissances qui sont vraiment clairement établies par la communauté scientifique. Je pense que c'est aussi une manière de cette retenue et d'insister sur les approches, les connaissances scientifiques qui correspondent déontologiquement à l'approche scientifique. C'est aussi une manière de préserver le statut même de ces connaissances scientifiques. Farida, nous avons une autre question.
J'avais une question par rapport au syndrome du prix Nobel. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Donc, il y a des personnes qui reçoivent un prix Nobel, des éminents scientifiques, et puis qui sont bien entendu très bons dans leur domaine, pour lequel ils ont reçu leur prix Nobel, mais qui s'expriment parfois sur des thématiques qui ne sont pas de leurs compétences. Typiquement, c'est arrivé durant le Covid, où par exemple un prix Nobel qui a dit qu'on guérissait le cancer avec des vitamines, enfin des absurdités. Mais ça prend un écho dans les médias, dans les réseaux sociaux, parce que c'est un prix Nobel. Hein. Et dans le Covid, on a beaucoup pris des prix Nobel qui ont dit des choses qui n'étaient pas vérifiées. Alors, comment, d'un point de vue universitaire, vous gérez cette question du syndrome du prix Nobel? Alors, encore un autre exemple croustillant, des leaders religieux qui font des théories économiques. Hein, ça peut aussi être dangereux. Comment vous gérez ça? Bon, c'est un petit peu la problématique qu'on avait abordée là tout à l'heure, aussi déjà avec le professeur en économie qui s'exprime sur le vélo et le changement climatique. C'est difficile à gérer, voire impossible à gérer. Disons, le prix Nobel a sa liberté d'expression, cette fois-là l'expression générale, pas académique. Il peut dire n'importe quoi, comme nous tous. Et évidemment, ça a plus d'écho si c'est un prix Nobel qui le dit que si c'est vous et moi qui le disons. Alors là, la seule façon de réagir pour une institution, c'est de dire, voilà, il a reçu le prix Nobel pour le domaine X et non pas Y, et il ne s'exprime pas pour l'institution, mais autre chose, on ne peut probablement pas faire, et puis on doit espérer que le public sache quand même faire la différence. Je crois fermement d'interdire aux autres, ça ne sert à rien. Si on est interpellé, on peut évidemment prendre position dans le style, ce n'est pas une opinion de l'institution. Et si besoin on est, aussi le prix Nobel ne protège pas de toute bêtise. C'est ainsi. Hein. Non, je crois effectivement... on est dans le phénomène rockstar qui était mentionné tout à l'heure avec le prix Nobel. Hein. Je pense qu'on leur demande tout et n'importe quoi. Dès que ça a un petit rapport à la science en général, certains utilisent ça des prix Nobel à bon escient, d'autres à moins bon escient. Pour prendre l'exemple de notre local de l'étape, M. Dubochet, il est extrêmement conscient qu'il s'exprime sur des sujets pour lesquels il n'est pas spécialiste. Mais son idée, c'est de dire, ce prix Nobel m'a donné une visibilité, je vais l'utiliser à des fins sur des sujets de société extrêmement importants aujourd'hui et qui sont préoccupants et sur lesquels j'ai envie d'avoir une influence. Mais je ne pense pas que ce soit dans son cas, en l'occurrence, par excès de confiance en lui-même et en ses capacités et en son expertise. C'est plutôt, je vais profiter de la visibilité qui m'a été donnée pour faire finalement du militantisme. Hein. Je deviens un militant. J'ai une casquette de militant et plus vraiment de scientifique à ce moment-là. Et dans notre rapport, nous, comment est-ce que l'institution peut gérer ça? Effectivement, je pense que c'est extrêmement difficile. Nous, on propose 3 niveaux de réaction quand il y a des cas problématiques qui remontent à la direction. Le premier, c'est par défaut le soutien effectivement de la liberté d'expression. Donc c'est le cas extrêmement majoritaire. Voilà, cette personne peut s'exprimer, elle a sa liberté d'expression générale, elle a sa liberté d'expression académique quand elle parle dans le cadre de son expertise. Le deuxième niveau, ce serait la distanciation. Alors rappelez, oui, cette personne a le droit de s'exprimer, mais ses propos n'engagent qu'elle. Ça n'engage pas l'institution, ça n'engage probablement pas la majorité des spécialistes du domaine. Et le troisième niveau serait une forme de sanction administrative, mais qui doit être des cas extrêmement rares, probablement liés dans des cas pratiquement de fraude scientifique. Hein. Il y a eu des cas de climato-scepticisme, pas à Lausanne que je sache, mais où des gens ont carrément falsifié des graphiques pour essayer de faire croire que
les émissions de CO2 n'étaient pas la cause et autres. Et là, on est dans des cas qui effectivement peuvent être probablement sanctionnés d'une manière ou d'une autre. Nous allons prendre encore 2 questions. Merci. J'aimerais revenir sur la question du devoir et aussi sur la différence que vous faisiez entre scientifique et politique. On a vu ces derniers mois, voire ces dernières années, apparaître des mouvements comme Scientist Rebellion, qui là vise à dire, en fait, en tant que scientifique, on a fait ce qu'on a pu pour prévenir le public de ce qui se passait. Il n'y a pas de réaction, donc il faut qu'on sorte de nos labos et qu'on ait une action militante parce qu'il n'y a pas de, voilà, il y a pas de réaction. Je reprends votre exemple des OGM. Et si les résultats avaient été à l'inverse, en disant il y a un vrai danger pour la santé humaine, il y a quelque chose d'alarmant avec ces OGM, que les résultats se répétaient et que de l'autre côté, le politique disait non, on continue à les utiliser, on y va parce qu'on a bien pesé le pour et le contre, on va continuer à l'utiliser. À partir de quand est-ce que ça se justifie ? Je ne sais pas si vous avez une réponse, mais voilà, je trouve que c'est aussi ces questions-là auxquelles on se confronte en tant que scientifique, de se dire jusqu'où est-ce que, au bout d'un moment, j'ai fait mon travail de scientifique, j'ai publié dans mes revues, je suis allée répondre à mes 3 interviews dans les médias, donc je retourne dans mon bureau et je m'assieds. Voilà, où elle est cette limite en fait, et comment est-ce qu'on peut l'envisager aussi intellectuellement cette limite, mais surtout pratiquement, qu'est-ce qu'on en fait de cette limite ? Bon, peut-être pour commencer, après, M. Greff a certainement aussi, qui a beaucoup réfléchi à ce sujet, quelque chose à dire. Moi, je crois que ça dépend. Ce n'est pas une question de l'institution, tout d'abord, je pense. C'est vraiment si et dans quelle mesure les recherches scientifiques qu'on fait et puis la non-réponse politique, ou qu'on estime la non-réponse politique, parce que là peut-être il y a des avis, peut y avoir souvent des avis divergents. La réaction qu'on a après, c'est une question individuelle au fond. Il y a des personnes qui vont éventuellement se dire, voilà, pour moi, la bonne action, c'est encore un militantisme qui peut aller plus ou moins loin. Okay. D'un point de vue de l'institution, à ce moment-là, c'est une action privée de la personne et n'engage pas l'institution. Donc, là, vraiment, je crois que c'est au niveau individuel. Et puis, comme institution, je ne pense pas qu'on peut et qu'on a avantage d'encourager les scientifiques à avoir telle ou telle réaction, parce que ça dépend aussi vraiment de la manière d'apprécier la situation. Ce qui devient difficile pour une institution, c'est si le militantisme ou si les réactions pourrait, ce qui est imaginable, hein, peut-être pas dans vos exemples que vous avez donnés, mais peut-être dans d'autres, si ça touche la loyauté vers l'institution. Parce qu'il peut y avoir des comportements privés qui sont tellement incompatibles avec la fonction d'agent public, qui est le terme de la loi sur le personnel, que l'institution doit réagir. Qu'est-ce que vous faites, par exemple, avec un professeur qui prône l'exemple de notre collègue, la pédophilie ? Bon, on n'a pas encore eu cette thématique à l'université de Fribourg, mais on se poserait sérieusement la question, est-ce que quelqu'un comme ça est encore tenable dans sa fonction de professeur qui, par exemple, donne des cours à des futurs enseignants. Donc là, ça devient très problématique. Enfin, moi j'ai... Ça fait plus de 30 ans que je suis dans les géosciences et j'ai suivi un peu le débat autour du changement climatique et de la position de mes collègues des sciences naturelles, en particulier la climatologie ou la glaciologie, et d'une position qui était très en retrait, on fait notre boulot, on produit nos connaissances, on contribue au rapport de GIEC et les faits, et ça c'était vraiment la perspective de mes collègues en sciences dures, les faits, l'information va suffire de convaincre les autorités et le grand public à prendre les mesures qui sont en conséquence
de ces connaissances. Et c'est seulement peut-être ces 5 dernières années où j'ai vu maintenant vraiment l'ambiance basculer, où des gens qui étaient très retenus et qui pensaient que la science et la production des connaissances, ça va suffire, se sont dit maintenant il faut changer de braquet, il faut maintenant devenir militant, parce que la production des connaissances à elle seule ne réussit pas, de toute évidence, à convaincre le grand public et les autorités à prendre les mesures nécessaires pour réduire les émissions de CO2 et de limiter le réchauffement climatique. Et les actions de Madame Julia Steinberger, mais aussi d'autres de l'ETH, enfin des grandes institutions et des pointures dans le domaine, je pense que c'est cette frustration de voir que la production des connaissances ne suffit pas, de toute évidence, et qu'il faut une étape et des actions supplémentaires pour convaincre les autorités et le grand public qu'il est nécessaire d'agir. Peut-être juste encore, si j'ose, en prolongation de ça, la question est toujours de savoir qui est le politique. Le politique, c'est aussi nous, comme citoyens et citoyennes, qui élisons des politiques, qui participons à des référendums, des initiatives en ce qui concerne la Suisse. Et là, je change un petit peu de casquette en tant que juriste aussi de droit constitutionnel. Je crois que nos procédures de décision sont quelque chose de très, très important. En principe, je suis de l'avis qu'il faut prendre les décisions politiques selon les procédures démocratiques que nous avons mis en place, qui nous protègent quand même contre beaucoup de choses, contre des abus de pouvoir surtout. Aussi dans des domaines aussi sensibles que le changement climatique ou autre. Évidemment, les procédures sont peut-être lentes, sont peut-être trop lentes, mais l'alternative, qu'est-ce qu'il y a l'alternative? L'alternative, c'est quoi? Évidemment, on peut avoir des actions militantes et autres, ça c'est une chose, mais l'alternative ne peut pas être d'avoir d'autres procédures non démocratiques. Parce que là, ça nous mettrait dans une situation extrêmement difficile par rapport à toutes sortes d'autres biens qui sont très importants. Et puis, j'aimerais juste dire un mot de la question du devoir, parce que c'est revenu à 2 reprises. Alors là, pour le coup, je vais vous faire part de mon impression personnelle sur la question. Ça ne fait pas partie du rapport ou des réflexions qu'on a eues. Je pense que la question de l'engagement est une liberté. Donc, les gens qui désirent le faire devraient être libres de le faire, les gens du métier de la recherche. Est-ce qu'il y a un devoir de s'engager? Je ne pense pas qu'il y ait un devoir général. Il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec ça, qui préfèrent faire leur travail de chercheur, de faire leur publication scientifique et de s'en tenir à ça, et c'est très bien. Pourtant, je suis assez d'avis que dans certains cas particuliers, quand les résultats de recherche ont des implications sociales extrêmement importantes, il y a une forme de devoir ou de responsabilité de lanceur d'alerte. Et peut-être que dans le cas des géosciences, on a atteint ce point. C'est-à-dire que face à l'inaction, face à un problème aussi vaste et important que celui-là, il y a une certaine forme de responsabilité de se faire entendre de la part des chercheurs, des climatologues, et d'essayer de faire bouger les choses. Mais ça peut être dans plein de cas différents de celui-ci. Donc, dans ces cas particuliers, oui, j'aurais tendance à dire qu'il y a une certaine forme de responsabilité. On va prendre une toute dernière question. Je vous rappelle que la poursuite des échanges est possible tout à l'heure à l'apéro. Je crois que nos intervenantes restent. Je vous annonce que vous restez à disposition lors de l'apéro. Merci. Moi, j'ai encore une question pratique. En fait, justement, quand on est chercheur-chercheuse, c'est pas facile aussi de s'exprimer toujours. Donc, il y a aussi justement être là sur scène, reprendre des questions un peu à l'improviste comme ça. Il n'y a pas tout le monde qui se sent à l'aise à le faire, répondre à des interviews, les médias.
Est-ce que l'Université de Fribourg, mais aussi l'Université de Lausanne, ce qu'ils mettent à disposition peut-être aussi justement du soutien finalement pour des chercheurs, pour des scientifiques qui veulent se former dans la communication, dans comment je parle devant des gens, comment je parle aux médias. Est-ce que ça, très, très concrètement, ça se fait? Alors oui, le FNS par exemple propose des cours de média training. Donc principalement pour la communication en situation de médias, donc radio-tv, des cours aussi de communication scientifique. Il y en a, en tout cas au niveau du FNS, il y en a dans les différentes universités, je crois. Des cours par contre qui concernent précisément les questions d'engagement ou de relation aux politiques sont plus rares, mais ça commence à venir. Ouais. Donc l'offre n'est pas énorme. Et nous, on recommande effectivement dans notre rapport d'augmenter assez nettement l'offre de formation en la matière, mais elle existe. Elle existe depuis assez longtemps sur, en tout cas, les aspects médias. Et puis il y a aussi pour les doctorants au niveau de la CUSO, de la Conférence universitaire de Suisse occidentale, il y a à ma connaissance un module transversal qui concerne ces aspects également. Nous, ce qu'on fait aussi à l'Uni de Fribourg, mais je parle de l'idée à l'Uni de Lausanne aussi, dès qu'il y a un thème particulièrement difficile ou autre, il y a aussi une sorte de soutien personnel des chercheurs. Alors, si on sait qu'il y a monsieur X ou madame Y s'exprime sur un sujet, que ça va causer des vagues, etc., notre service Unicom regarde un projet de réponse, par exemple, ou discute ou prépare l'interview ou autre. Évidemment, on ne peut pas le faire pour tout et chacun, pour chaque sujet, ce n'est pas possible au niveau capacité, mais on a ce soutien. Et puis encore d'autres soutiens dont Mme Kali est peut-être plus au courant que moi. Voilà. Oui, je peux peut-être compléter. On l'a souligné plusieurs fois, hein, ces cafés sont aussi une possibilité de s'exprimer. On a, là je fais un peu de page publicitaire, mais on a 2 événements au printemps chaque année qui sont ma thèse en 180 secondes et le Science Slam, qui sont vraiment des occasions pour les doctorants de s'entraîner, au cours desquels on propose des workshops pour s'exprimer en public. Donc c'est des premiers pas. Et puis il y a beaucoup d'initiatives. Alors là je sors un peu de l'Université de Fribourg, mais par exemple Sciences et Cité, sur son site, regroupe maintenant tous les cours sur le territoire suisse et légèrement au-delà, je crois, de communication scientifique, soit face au public, sur scène, face aux journalistes, etc. Et nous avons aussi à l'Université de Fribourg un cours en allemand, je crois, qui est produit chaque année sur la communication face caméra, et on est en train d'en mettre un en place en français. Et puis, au final, c'est une question d'exercice aussi, un peu. C'est comme le violon. Farida, puisque tu as le micro, je propose que tu le gardes et que tu... Tu veux vraiment plus parler. Ok, très bien. Eh bien, je vous remercie. Merci d'avoir pris le temps aussi de ce décalage, d'avoir pris le temps de ces quelques minutes supplémentaires pour terminer cette discussion. Comme l'a dit Patricia, quand il n'y en a plus chez nous, il y en a toujours encore. Donc, si vous souhaitez vous joindre à nous, on peut se donner rendez-vous juste à gauche en sortant dans le foyer de l'ancienne gare pour partager un verre et poursuivre cette discussion de manière un peu plus informelle. Grégoire, qui était assis ici et qui a eu très peu à faire avec les réseaux sociaux finalement, est en train de vous préparer quelques petites choses à grignoter. On finit toujours par une page de publicité. On a parlé beaucoup de l'engagement des scientifiques et de ces discussions en vue aussi de se prononcer dans le débat politique, dans le débat sociétal, et ça sera exactement le cas de notre prochain café scientifique, puisqu'en juin, on se prononcera au sujet d'une initiative sur la réforme des urgences dans le canton de Fribourg, et nous parlerons des urgences sous pression, diagnostic et traitement avec un certain nombre de spécialistes au mois de janvier, le 17 janvier à 18h dans cette même salle. Donc je vous donne rendez-vous le 17 janvier. J'aimerais te remercier, Patricia, pour ta modération, nos invités d'avoir participé à ce débat, et vous pour toutes vos questions. C'est vous qui avez fait cette discussion. Donc je vous remercie et surtout je vous souhaite de joyeuses fêtes.